Je vous propose que nous commencions par la première thématique, qui est la finance. Donc nous appelons au micro. Bonsoir à tous. Je ne sais pas si j'ai besoin de micro. Je pense que oui. Il n'est pas adapté à ta taille. C'est pas grave. Oui, on t'entend très bien. Parfait. Bonsoir à tous. Je vais donc vous présenter notre programme sur la partie finance, qui est le fruit d'un travail commun avec l'équipe, tout particulièrement avec Virginie Valade, qui est ici présente derrière moi, qui travaille dans la mairie comme responsable finance dans une mairie voisine, d'une commune voisine, donc qui a clairement la compétence en finance locale, ce qui est un élément différenciant par rapport aux autres listes. Donc on a cette compétence au sein même de l'équipe, et également bien sûr avec Jean-Luc qui a la connaissance historique de notre commune. Donc moi je suis Thomas Josien, donc j'ai 49 ans, j'ai une formation en finance et un parcours professionnel en finance, d'abord en finance d'entreprise, puis après en finance et gestion des risques bancaires. Alors pour reprendre ce qu'évoquait Jean-Luc en introduction sur la transparence de la gouvernance, je voudrais bien insister sur ce point. Ça s'applique tout particulièrement à la finance. On vous propose une gestion financière à la fois transparente et prudente. Alors ce n'est pas juste des mots génériques comme ça, c'est synonyme d'engagement fort. Et ces engagements sont même assez différenciants avec les autres listes. On va y revenir. Alors d'abord sur la transparence. Bon, à ce stade, on pourra le partager par des questions si vous voulez, mais à ce stade, les documents à disposition pour le tout à chacun sur les finances de la commune sont aujourd'hui peu synthétiques et ne permettent pas d'avoir une vision claire pour les Stagnovillois. C'est historiquement assez boîte noire. On s'est aperçu d'ailleurs lors de la précédente mandature 2008-2014 que l'endettement avait très largement explosé. C'est d'ailleurs un sujet aujourd'hui parce qu'il est resté à son niveau quasiment historiquement haut. Donc on va en reparler après. Donc si vous voulez, ce niveau élevé d'endettement, on va devoir le gérer. Aujourd'hui, clairement, on vous propose une gestion transparente avec un reporting régulier aux Stagnovillois, directement aux Stagnovillois. C'est vraiment de vous rendre des comptes à vous directement et pas par un comité interne à la mairie qui resterait au sein de la mairie sans diffusion officielle. L'objectif, c'est clairement un reporting où on va vous reporter la gestion budgétaire de la commune et comment elle évolue. Donc, si vous voulez, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est comme si on était une grande copropriété. Et qu'est-ce qui se passe dans une grande copropriété bien gérée? Et bien, chaque année, on a une vision du budget, on a une vision d'atterrissage, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a consommé et pourquoi on a un écart. C'est exactement ce qu'on vous propose de vous reporter annuellement, directement donc aux habitants, par un reporting synthétique et également avoir une vision à plus long terme, budgétaire, quelle est la trajectoire budgétaire jusqu'à la fin du mandat. Donc voilà, en pratique, c'est un engagement fort. Les autres listes ne le proposent pas. C'est un engagement différenciant et donc une rupture importante avec ce qui a été fait jusqu'à présent. Alors, au-delà de cette gestion transparente, c'est également une gestion prudente. La prudence s'impose pour deux grandes raisons. La première, c'est qu'on a un contexte fiscal fortement contraint et incertain. On l'a vu lors du dernier mandat, il y a une baisse très significative des dotations de l'État. La DGF, la dotation de l'État, est passée de 900 000 € environ à début 2014, donc début du mandat actuel, à 300 000 € aujourd'hui, donc moins 2/3. Donc en moyenne, sur un mandat complet, ça fait à peu près 1,5 million de moins de dotation de l'État pour le prochain mandat. Donc 1,5 million de moins dans la tranche 2020-2026 par rapport au mandat actuel. Donc 1,5 million de moins, ça veut dire une capacité d'investissement de 1,5 million de moins. Donc il va falloir gérer ça, d'autant qu'il n'est pas encore garanti que la DGF ne continue pas à baisser. Donc on a une trajectoire vraiment compliquée. Par ailleurs, on a une incertitude qui pèse sur la fin de la taxe d'habitation. On est censé avoir des relais des compensations à 100%, mais à ce stade, elle n'est pas garantie. Donc un contexte contraint et incertain. Un deuxième problème, c'est les projets qu'on a à gérer pour le prochain mandat.
il y a des projets très importants qui ont été historiquement reportés et qui sont coûteux pour la commune. Ces projets ont tous comme raison principale les normes de sécurité. Alors, le premier grand projet dont vous avez probablement entendu parler, c'est le projet du périscolaire, les Guérines, en face donc, de l'école primaire. C'est un projet qui fait historiquement débat depuis les derniers mandats. Donc le bâtiment n'est plus aux normes de sécurité. Les plus jeunes enfants ne peuvent plus être accueillis, donc les maternelles ne sont pas éligibles à ce bâtiment, et ne sont d'ailleurs pas dans ce bâtiment. Il est déjà saturé en occupation avant même le démarrage du Clos des Vignes dans quelques mois. Et c'est une passoire thermique. Donc passoire thermique égale gros budget de fonctionnement de chauffage et impact sur l'environnement. Donc à ce stade, ce projet, ce projet, c'était un engagement historique du maire, M. Bouhour, dans son mandat 2008-2014. Rien n'a été fait de 2008 à 2014. Ensuite, ce projet a disparu des tablettes du projet de la mandature actuelle. Et il réapparaît aujourd'hui dans le plan pluriannuel d'investissement que propose l'équipe actuelle, donc dans la tranche 2020-2026. Alors il y a une chose qu'a fait l'équipe actuelle, c'est de faire une étude, assez coûteuse d'ailleurs, qui a coûté 80 000 € pour évaluer le coût de démolition d'abord du bâtiment actuel, qui est donc vétuste, et de reconstruction aux normes. Donc ce coût est de 9 millions d'euros. 9,2 millions d'euros exactement. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est 100%, à peu près 100% du budget d'investissement de tout le prochain mandat. Donc voilà, un énorme projet à gérer qui a été reporté historiquement. C'est dommage de ne pas avoir commencé ce projet, parce que supporter ça sur un seul mandat, c'est très compliqué. Mais il y a également d'autres projets nécessaires en termes de sécurité également, mais aussi de préservation de notre patrimoine communal, qui est l'église. Vous savez qu'il y a eu des travaux successifs sur l'église. Il y a une dernière tranche nécessaire en termes de sécurité. Il y a le presbytère qui menace de s'écrouler, qui a été renforcé temporairement. Et il y a également la salle du parc Fonton, juste en face de la pharmacie, qui est assez vétuste. Donc voilà, donc si on additionne tous ces points, qui aujourd'hui paraissent indispensables en termes ne serait-ce que de sécurité, on est largement au-delà du budget annuel. Alors notre objectif n'est pas d'augmenter l'endettement, et compte tenu de la baisse des dotations de l'État qu'on a évoquée avant, donc d'1,5 million, enfin d'au moins 1,5 million, notre estimation sur la base de tous les documents disponibles, aujourd'hui, c'est 8 millions d'euros de capacité d'investissement. 8 millions d'euros de capacité d'investissement. Donc, si vous voulez, à titre comparatif, si vous prenez le plan pluriannuel que j'ai évoqué de l'équipe actuelle, donc en listant tout ce qui est prévu dans la tranche 2020 à 2026, et en intégrant également tout ce qui a été rajouté postérieurement à ce plan d'investissement, donc déjà engagé en 2020, on est à 13,5 millions. Donc 13,5 millions, nous on propose 8 pour ne pas augmenter l'endettement. D'ailleurs, les 13,5 millions proposés par l'équipe actuelle sont financés par 7 millions de dettes, de nouvelles dettes, qui, ne serait-ce que ces 7 millions, c'est supérieur à la dette actuelle. Donc on voit bien qu'on a un énorme problème à gérer. Et du fait de reports successifs. Donc en fait, les 8 millions d'euros qu'on évalue aujourd'hui, clairement, c'est sur la base des informations disponibles. On fera un audit en arrivant. Alors ça ne va pas être une analyse, je vous rassure, très longue. On va faire un diagnostic rapide pour confirmer ces 8, ou éventuellement légèrement l'ajuster, et ça fera partie du premier report annuel qu'on vous proposera donc directement aux habitants. Donc à ce stade, on voit bien 8,5 millions, 13,5 millions, on a un énorme écart, ne serait-ce qu'avec l'équipe actuelle. Quand on regarde les autres listes, les autres programmes, ils proposent un montant significativement supérieur, sans non plus augmenter l'endettement, ça c'est un mystère. Ou alors, pas de programme du tout en termes de montant global, ce qui est beaucoup plus simple. Voilà, donc ce 8 millions de possibilités d'investissement, de notre point de vue, forcément il nécessitera des arbitrages. Donc, par exemple, ne pas réaliser 100% du projet des Guérines, le reporter une partie sur la partie peut-être moins critique sur le mandat suivant. Mais clairement, on ne pourra pas réaliser ce projet-là et d'autres projets, c'est pas possible.
Donc, ceci dit, on va évaluer, hein, on va réévaluer le montant de 9 millions qui a fait l'objet d'une étude significative. On va le challenger, ça nous paraît assez élevé. On va tout faire pour essayer de baisser. Donc à ce stade, notre budget c'est quoi? 8 millions d'euros, c'est 5 à 6 millions d'euros pour les guérines. Et le reste pour les autres projets qu'on a évoqués, c'est-à-dire l'église, le presbytère, la salle Fonton. Il y aura également la voirie à l'entrée de la ville post-démarrage du Clos des Vignes. Bon, ça sera financé normalement par le département pour une bonne partie. Et un cabinet médical. Donc voilà les grands axes qu'on priorise. On ne fera pas ce qu'il y a dans le plan pluriannuel d'investissement comme une verrière à la mairie qui coûte plus d'1 million d'euros. On restera sur les top priorités et sur des projets qui ont été historiquement reportés. Donc voilà, suite à notre première analyse, et c'est un point de transparence aussi, c'est si on estime que le projet des guérines ne peut pas attendre et doit être absolument réalisé dans son intégralité lors du prochain mandat, dans ce cas-là, on reviendra vers vous. Parce que clairement, on devra dépenser, si ces 9 millions d'euros sont en plus confirmés, on devra dépenser 9 millions d'euros. On ne les aura pas parce qu'on aura d'autres projets à faire. Donc on reviendra vers vous parce que ça créera une hausse de l'endettement. Donc on ne le fera pas. Si on le fait, c'est que via un référendum, et on demandera d'abord au préalable l'accord des habitants en toute transparence, comme le prône le programme de Jean-Luc, notre programme. Voilà, donc parallèlement à ça, on s'engage bien sûr sur ce montant de 8 millions d'euros, mais on va tout faire pour l'augmenter. On a deux axes importants. Le premier, ce sont les subventions. On est persuadé, et on est d'ailleurs étonné à ce stade, qu'il n'y ait pas plus de subventions dans nos recettes. C'est un axe clairement de développement sur lequel va revenir Jean-Luc. Et ça, c'est un premier objectif. Un deuxième objectif, c'est d'optimiser le budget de fonctionnement. Le budget de fonctionnement de la mairie, donc toutes les charges de la mairie, les salaires, toutes les dépenses courantes, ce budget-là, il n'a pas baissé significativement, enfin il a légèrement baissé, très légèrement baissé, contrairement à la dotation de l'État, elle qui a littéralement plongé. Donc ça, on est persuadé qu'il y a moyen d'optimiser ce budget-là. Il est d'ailleurs plus élevé au nombre d'habitants par rapport aux communes voisines. Donc notamment sur les charges courantes, on fera un diagnostic. Et ce diagnostic-là, justement, de savoir qui coûte quoi dans la commune, quels sont les postes qui sont les plus significatifs, on vous les restituera dans le reporting, dans le premier reporting annuel. Voilà, donc je passe la parole à Jean-Luc sur le détail des subventions et du budget de fonctionnement, et on reviendra après sur des questions, si vous en avez. Merci. En fait, on va essayer de diversifier les sources de financement. C'est vrai que Thomas a évoqué à la fois le fait de diminuer, enfin de ne pas augmenter l'endettement, ça c'est un premier axe. On va aussi ne pas faire supporter de la fiscalité, enfin la fiscalité des particuliers qui est déjà très élevée sur les temps d'avenir. Vous savez qu'ils n'ont malheureusement pas de recettes venant des entreprises ou des commerces ou de l'artisanat. Donc ne pas faire porter le poids de la fiscalité locale sur les contribuables stagno-lillois. Et aussi, autre source complémentaire, c'est d'augmenter la part des subventions comme source de financement. Il y a une moyenne des communes comparables où c'est 15% à peu près des sources de financement. Allez, dans la ville, on est aussi entre 6 7 les meilleures années. Donc on est en retard par rapport à des comparaisons d'autres communes. On va essayer donc de diversifier les sources de financement, essayer de trouver des projets qui sont éligibles à des financements ou des subventions, soit d'agences gouvernementales comme l'agence de l'eau, l'ADEME pour tout ce qui est maîtrise de l'énergie, rechercher aussi des subventions par le conseil général, par le conseil départemental ou conseil régional, aller chercher aussi des fonds structurels ou des fonds pour financer tout ce qui est dépenses sur le patrimoine architectural. On a un exemple dans une commune voisine qui a été financée à 80% pour la réfection de l'église
à 80%, une commune très très proche a bénéficié de ce type de subvention. Nous n'avons pas eu le même niveau de subvention pour les premières tranches de notre église à l'étang-la-Ville. Donc pour la suite et pour par exemple pour la dernière tranche pour financer les travaux de l'église Sainte-Anne, eh bien nous ferons appel à ce type de financement particulier. Ça pèsera d'autant moins sur la fiscalité stagnovilloise. On va essayer également de mettre en place, non seulement essayer, mais on va le faire. On a Thomas a quelques contacts pour avoir des prestataires spécialisés dans la recherche et dans la collecte de subventions, qui sont rémunérés de manière variable en fonction des montants de subventions qu'ils obtiennent. Donc c'est en coût variable, ça ne coûte rien en frais de fonctionnement ou en frais de structure pour la commune, c'est tout à fait gagnant-gagnant. Typiquement, d'autres listes envisagent d'engager des spécialistes de la collecte et de la recherche de subventions. Nous avons ce dispositif qui est tout à fait intéressant. Et par ailleurs, nous avons une personne dans notre liste, Malade, qui est aussi spécialiste pour la recherche de subventions de différents types. Nous avons aussi Mme Sylvie Legault, qui participe à notre liste également, qui, sur la recherche de subventions, c'est partie de son job dans une autre ville voisine également. Donc, sur ce plan-là, je pense qu'on va pouvoir doper le montant de subventions tous azimuts pour pouvoir compléter le tour de table pour financer les différents projets. Et compléter et passer peut-être au-delà des 8 évoqués par Thomas par rapport à d'autres investissements à réaliser. Ça, c'est sur le point des subventions. On a évoqué tout à l'heure le fait d'optimiser, d'améliorer le budget de fonctionnement. Alors là, en fait, le ratio de dépenses réelles par habitant de notre commune est, je le cite, 1096 en 2019. 1096 € par habitant. Alors que les communes comparables, c'est-à-dire la strate, ce qu'on appelle dans le jargon la strate, de moins de 5000 habitants, on en est à 829 €. Donc vous voyez qu'il y a un écart structurel aussi sur les dépenses de fonctionnement global rapportées aux habitants de l'étang-la-Ville. Donc il y a tout un travail à la fois d'analyse poste par poste des dépenses de fonctionnement. On ne va pas refaire un budget base zéro pour les connaisseurs, mais on va quand même passer en revue un certain nombre de postes qui nous paraissent à revoir, des postes d'honoraires d'assistance à maîtrise d'ouvrage, des postes de sous-traitance qui sont très élevés dans notre commune. Donc on va remettre cela à table, remettre à plat, pardon, ces différents éléments pour pouvoir optimiser les dépenses de fonctionnement. Ça va nous permettre d'augmenter le futur autofinancement de la commune. Et ça pèsera d'autant moins, bien sûr, même objectif sur la fiscalité résiduelle sur les 5 éléments. Sur les différents éléments également, on va mettre en place une comptabilité analytique à la fin de mieux piloter, justement, par politique ou par domaine d'application, sur l'éducation, sur l'urbanisme et les grands travaux, sur la vie locale et l'animation des associations, sur le social également, et donc pouvoir mieux piloter, optimiser les coûts, parce qu'on ne connaît pas effectivement comment se forment ces coûts. On ne connaît pas de manière assez précise. Donc ça, c'est aussi un autre axe de jouer vers la transparence, de communiquer avec vous annuellement. Donc on prend l'engagement d'avoir un état des consommations, des politiques publiques engagées, des investissements et aussi des éléments de fonctionnement qui ont été mis à jour. Un autre volet qu'on va aussi investiguer, c'est le fait de mettre en commun ou favoriser des coopérations avec des communes voisines. Nous avons des communes voisines qui ont des besoins comparables aux nôtres, mettre en commun une police municipale, mettre en commun des machines, des équipements qui peuvent être mutualisés, et donc facteurs d'optimisation et d'amélioration des coûts. Donc ce sont des pistes que l'on va mettre en œuvre, et sans oublier également de mieux recourir aussi avec des effets de levier par
rapport aux consommations de services avec l'intercommunalité. Vous savez, la Saint-Germain boucle de Seine, notre superstructure administrative, où là, soit par des mises à disposition de moyens, soit par aussi des échanges de services, ou de paiement de services, mais rechercher, par exemple, des compétences en ingénierie, des compétences en juridique pour lancer des appels d'offres, ou des compétences diverses que nous n'avons pas dans les communes, ou qui ne sont pas directement atteignables, faute de budget ou de personnel pour le faire. Là aussi, on va essayer de faire jouer à fond les possibilités offertes et jouer la carte de l'intercommunalité. Bien, voilà, donc ce que je voulais vous évoquer sur ces différents points. Donc plusieurs axes sur l'investissement, sur le fonctionnement, et aussi une manière aussi de rendre les choses et de piloter et de rendre compte à la population des objectifs et surtout des atterrissages, des réalisations, en expliquant les écarts et les impacts sur votre fiscalité. On va peut-être passer aux questions et aux réponses. Je pique le micro du coup. On est un peu en manque. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, sur... Oui, j'ai deux questions. Première question qui concerne, je crois savoir qu'on va être carencé dès 2020. Donc quel impact sur les finances et comment, quelles actions vont être envisagées? La deuxième question, c'est par rapport aux subventions vis-à-vis des associations. Est-ce que c'est le maintien, c'est le renforcement? Premier point, c'est vrai, nous allons malheureusement être carencés. Alors peut-être pas directement dès 2020, il y a peut-être un effet un décalage. Et donc nous allons, une des conséquences du carencement, c'est-à-dire que le déficit en logements sociaux sur une période triennale, eh bien, la commune va devoir payer des pénalités financières. Les pénalités, il y a quelques temps, les pénalités sont montées jusqu'à 380 ou 400 000 euros. Ces pénalités-là, on avait la possibilité de les diminuer. Alors, c'est un peu technique, mais en abondant en fait ces pénalités, en diminuant ces pénalités par ce qu'on appelle la surcharge foncière. Et donc, ça diminue les éventuelles pénalités de carence. Cette surcharge foncière, une petite explication, c'est que quand on veut lancer un programme de logements sociaux, eh bien, le bailleur social ne peut pas acheter le terrain au prix du marché. La différence entre le prix de marché et le prix acceptable par un bailleur social, la différence entre le prix du marché et ce prix, je dirais, bonifié pour le bailleur social, c'est ce qu'on appelle la surcharge foncière. Et donc, c'est l'effort de la commune pour faciliter l'installation de logements sociaux. Et donc, ces éléments de surcharge foncière vont pouvoir venir diminuer les futures pénalités, mais ça aura bien sûr un impact non négligeable. Tant qu'on n'a pas non plus disons le bilan complet de notre déficit réel en logements sociaux, ça dépend bien sûr des programmes qui vont être éligibles aux objectifs triennaux de logements sociaux, eh bien, on pourra avoir un impact très, très important sur nos finances. On peut l'estimer, suivant les surcharges foncières, je n'ai pas directement les chiffres en tête, mais l'impact sera au minimum de 200 000 euros par an, dans un premier temps. Et ça peut, les coefficients de pénalité sur les carences, eh bien, ça peut être le préfet qui peut décider d'appliquer un coefficient de 3, voire de 5. Donc, c'est laissé à l'appréciation des services de la préfecture. S'ils estiment qu'on n'a pas fait les efforts suffisants, parce qu'on n'a pas occupé toutes nos réserves foncières disponibles, ou qu'on a été un peu frileux sur tel ou tel programme de logements sociaux, le préfet peut décider d'aggraver, si vous voulez, cette pénalité. Et donc, un impact encore plus fort sur nos finances. Et là, en l'état, on n'a pas le retour des services. Ça va, courant 2020, on aura le retour du constat. Alors ça, c'est pour l'aspect carence. Sur les associations, bien sûr, nous soutenons dans notre programme, nous avons, tout
à l'heure, on va développer le sujet. On a dans notre programme une priorité, c'est de développer et maintenir l'accompagnement et l'aide à toutes les associations. Le tissu associatif de l'Étang la Ville est riche. Il s'agit de le conforter et de continuer à le soutenir sous différentes formes. Bien sûr, sous forme de subventions. Donc on va maintenir, voire augmenter les subventions ciblées à différentes associations, à la fois culturelles et sportives, et aussi caritatives, parce qu'il y a aussi des associations caritatives qui ont des besoins. Et donc nous avons une politique volontariste de soutien aux associations, notamment par le biais des subventions. Je crois qu'il y avait une autre question. Oui, bonjour. Concernant la dette, pendant la mandature, une partie du capital de la dette va être remboursée. Cette partie de capital, vous voulez l'utiliser pour baisser la dette ou pour vous réendetter à hauteur de ce qui va être remboursé en capital? Oui, effectivement, la dette s'amortit. Après, l'idée, c'est de... On l'a évoqué, on a une capacité d'investissement limitée. Donc, l'idée, c'est de la maintenir à ce niveau-là pour garder cette capacité d'investissement, ne serait-ce que pour le projet des guérines. Mais pas de l'augmenter. Encore une fois, dans le plan pluriannuel d'investissement, l'équipe actuelle, c'est 7 millions de nouvelles dettes. Une autre question? Oui. Deux questions. La première, j'imagine que sur le projet de l'école, il y a des subventions, des aides départementales qui peuvent arriver. Il y a des engagements qui sont pris là-dessus. J'avais cru comprendre également que sur le projet, j'ai oublié le nom, le Clos des Vignes, c'est ça, à l'entrée du village, qu'il y avait une opération qui avait permis de dégager 2 millions, je crois, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous confirmez ça et est-ce que c'est inclus dans les chiffres du coup? Vous êtes bien informé. Oui, en fait, il y a une plus-value de 2 millions réalisée sur l'opération Clos des Vignes. Et donc, il a été décidé par le conseil municipal actuel de mettre en réserve ces 2 millions et d'affecter ces 2 millions au futur programme de restructuration du quartier des écoles. Donc, c'est une décision qui a été prise en novembre-décembre. Voir aussi après la réalité de la bonne affectation de ces 2 millions-là sur ce programme particulier. Et c'est prévu dans ce sens. En fait, on l'a intégré même parce que ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est que le plan pluriannuel, au-delà du plan pluriannuel d'investissement, il y a également quasiment 2 millions qui a déjà été engagé par la mairie sur l'année 2020. Donc quelque part, le boni que vous évoquez, il est déjà mangé. Il est déjà consommé. Sous différentes formes. Une autre question? D'autres questions? Oui? Vous n'avez pas évoqué le financement de classes supplémentaires s'il était besoin? C'est inclus dans le projet des guérines. D'accord. C'est le projet des guérines. C'est à la fois, bien sûr, on focalise sur le bâtiment pour les anciens, c'est le ex-mix 2. Il y a l'Arsène. Je pense que parce que le micro peut-être Oui. trop. Il est trop fort, il est trop fort. Oui, pardon. Oui, l'ex-mix 2, enfin la maison des guérines, en face de l'école primaire. Et donc ça, c'est la priorité de déconstruction, de reconstruction. Mais parallèlement aussi, il va falloir absorber les petits-enfants ou les enfants qui vont arriver dès le mois de septembre prochain. On n'a pas encore le chiffre exact, mais il va y avoir des ouvertures de classe. Il va falloir, l'école est déjà sous-dimensionnée. Et donc ça, c'était pas tout à fait prévu, l'étude d'impact, on n'a pas eu tous les éléments, parce que la dernière étude d'impact dont parlait Thomas tout à l'heure, nous n'avons pas eu connaissance. Nous, au niveau de l'opposition, nous n'avons pas eu connaissance de cette étude qui nous paraissait mystérieuse. En tout cas, il y a 80 000 € qui ont été dépensés. Et normalement, ils ont pu tenir compte, enfin, on espère, de dimensionnement causé par l'arrivée des écoles. Une autre question?